Lors de la précédente émission, je vous ai promis de revenir avec M. Anissé Mobé sur la place et les rôles de l'universitaire dans la société congolaise. Chez nous, chose promise, chose due. Nous sommes revenus avec lui cette fois-ci pour parler des universitaires congolais et surtout de l'université congolaise. Merci de nous être fidèles. Bonjour Monsieur Anissé Mobé. Bonjour. Je vous ai invité pour ce sujet sur l'universitaire et l'université parce que vous êtes déjà vous-même universitaire et parce que aussi les universitaires font l'objet de plusieurs critiques selon lesquelles que si la société congolaise est dans un état de déliquescence aussi avancé, c'est la faute aux intellectuels, partant aux universitaires. Et j'ai lu il y a quelques années un article que vous avez publié en Belgique, quelles universités pour le Congo. J'ai envie d'aller au-delà en me posant la question de savoir quelles universitaires pour le Congo. Pour moi qui suis un ancien de l'université de Kinshasa, je vois dans la devise de l'université la science doit resplendir dans l'âme. Disons, ou science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'ai remarqué qu'au Congo, la science actuellement, elle est sans conscience. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation, de manière très brève, de la situation de l'université ou de la place de l'université et de la situation des universitaires congolais aujourd'hui? Bon, d'abord, les critiques par rapport aux universités et aux universitaires et au-delà des universitaires aux intellectuels. Bon, il faut déjà faire une distinction, donc sortir de confusion chez nous. On croit que quand on est universitaire, quand on est diplômé d'université, c'est que fatalement on est un intellectuel. C'est pas toujours, c'est pas toujours exact. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, chez nous, les gens pensent que quand il est diplômé d'université, donc c'est qu'il a une aptitude particulière à occuper de hautes responsabilités politiques. Là aussi, c'est une équation. Il est grand temps de remettre en cause cette équation. D'une part et d'autre part, je pense qu'il est temps aussi de pouvoir poser la question, s'interroger sur ce que l'université a apporté de significatif au Congo et aux Congolais depuis bientôt plus de 50 ans que l'université Lovanium a été créée chez nous, mais les Congolais étaient déjà aux études à l'université bien avant, notamment en Belgique, difficilement, mais ils venaient quand même. Ça aussi, c'est un sujet souvent un peu négligé. Et enfin, troisièmement, vous avez fait allusion à un papier que j'ai publié dans la Libre Belgique, quelles universités pour le Congo. C'était justement à l'occasion des élections de 2006, où à un moment, les débats faisaient rage chez nous sur le point de savoir où le chef de l'État, qui était candidat à l'élection présidentielle, avait fait cette université, puisqu'il était dit qu'il faut avoir au moins un minimum, un niveau de licence pour être candidat pour postuler à l'élection présidentielle. Il y a eu des réponses assez farfelues. Et moi, je disais à l'époque qu'il faut sortir de ces discussions du diplôme à tout prix. Diplôme et puis des discussions un peu toujours alambiquées que nous connaissons pour poser les vrais problèmes, notamment de l'université. Non, je pense, ce qu'il faut constater, c'est que, effectivement, depuis 77-78, quasiment la totalité des gouvernements qui se forment chez nous, hormis les chefs de l'État, donc hormis Mobutu, hormis peut-être Mobutu, puisque Laurent Désiré Kabila, nous disait-on aussi était diplômé d'université, l'actuel aussi, on dit qu'il est... Donc depuis 78, pratiquement hormis Mobutu, tous ceux qui sont membres du gouvernement sont des diplômés d'université, parmi lesquels les gens qui ont des thèses, des doctorats et des professeurs d'université. Alors on peut se poser la question, quels sont les apports de tous ces universitaires au sein des institutions de l'État, au gouvernement, au Parlement et dans les instances des partis politiques, notamment partis uniques et aujourd'hui dans différents partis politiques. Il faut poser cette question en référence avec ce que nous avons connu dans les années 50-60. C'est-à-dire que les premiers acteurs politiques, ceux qui ont conduit ces pays à l'indépendance, certains d'entre eux avaient fait des brillantes études, notamment au petit et au grand séminaire, mais n'avaient pas de diplôme d'université. Néanmoins, ils ont réussi à participer, parfois à susciter une mobilisation, une conscientisation de masse congolaise qui
qui a fait que ce pays s'est libéré du joug colonial. Difficilement, mais en tout cas, ça a abouti à l'indépendance. Or, apparemment, les différents gouvernements que nous avons, particulièrement depuis 1965, ne fait que, comment dirais-je, ramener le Congo sous la dépendance à la fois de l'ancienne métropole, mais aussi d'autres puissances. Et donc, l'indépendance, notre indépendance, a été finalement vidée de sa substance. Alors, ça pose un problème. Comment expliquer ces hiatus? Comment expliquer cette contradiction? Ça, évidemment, ça nous ramène à une analyse beaucoup plus fine parce que c'est une situation complexe et contradictoire qu'on ne peut pas, comme souvent c'est le cas chez les Congolais, aborder comme ça d'une manière simpliste. Alors, comment expliquer que des gens qui ont acquis des compétences assez pointues à l'université soient incapables de traduire en actes et en pratique ces compétences-là? C'est devenu à peu près les propres de l'université congolais. Bon, à l'université, ils ont acquis des connaissances, hein, ils ont acquis des savoirs. Peut-on en déduire qu'ils ont aussi acquis des compétences? La question mérite d'être posée. Je crois qu'il n'y a pas faillite de l'université en tant que telle chez nous. Il n'y a pas d'émission des intellectuels. Il n'y a pas non plus... S'il faut parler d'échec, c'est l'échec d'une certaine conception de l'université. Celle que nous avons héritée de la colonisation et celle que nous a imposée la Deuxième République. Rappelez-vous, la réforme universitaire de 1971, appelée réforme universitaire, mais un universitaire congolais a appelé ça coup d'état académique. Parce que ça aboutit à quoi? Ça aboutit à faire de l'université de l'UNASA finalement un organe quelconque du parti unique. Hein, parce que d'abord la réforme a été imposée par les impairs. Et là aussi, on se pose apparaît la question de la responsabilité des diplômés d'université, puisque plus de la moitié des membres de la commission des réformes étaient des anciens, des diplômés de l'université. Et présidé par Prosper Madlandé, donc licencié en sciences politiques de l'Ovanium. Et puis, c'est sur la base du rapport de cette commission que le congrès scellé de professeurs s'est réuni pour finalement entériner ce qui a été décidé au bureau politique, à savoir, désormais, il n'y a plus d'université Lovanium officielle, mais il y a l'Université nationale du Zaïre. Que lit-on dans les rapports de cette commission du bureau politique? C'est que l'enseignement universitaire doit justifier les régimes établis chez nous. Il faut contrôler les sources de documentation des professeurs quand ils rédigent leur syllabus, c'est-à-dire leurs manuscrits, leurs polycopies, des cours notamment des sciences humaines et des sciences sociales. C'est clairement indiqué. Donc l'université est là pour justifier les pouvoirs établis. Donc l'université devient un peu le lieu de formation de gendarmes de la pensée, donc un lieu donc pour justifier le parti unique et les régimes. Donc ça c'est pour la période post-coloniale, notamment en tout cas sous les régimes Mobutu. Mais maintenant, la période coloniale, il faut toujours rappeler que l'enseignement, notamment l'enseignement universitaire, était conçu comme un bienfait que le colonisateur accorde à quelques privilégiés dans la société congolaise pour en faire, non pas des intellectuels, mais pour en faire des auxiliaires de l'ordre colonial, pour faire fonctionner la machine économique, pour faire fonctionner l'administration comme des auxiliaires. Et constitue aussi un relais entre le pouvoir colonial et le petit peuple, entre guillemets. Entre guillemets, quand vous dites le petit peuple, c'est-à-dire que l'enseignement n'est pas conçu comme un instrument, un outil de pouvoir d'émancipation de ceux qui en bénéficient. Bien au contraire, c'est même c'est pour faire la propagande finalement du régime colonial. Donc déjà, dès le départ, la conception qu'on nous impose de l'université ne cadre pas avec les aspirations d'un peuple qui veut se libérer du joug colonial. À cela s'ajoute, et il faudra insister là-dessus, les multiples contradictions qui ont émaillé le processus conduisant les Congolais à accéder à l'enseignement supérieur universitaire, aussi bien au Congo
avec la création de l'Ovanium, qu'en Belgique. Donc, ces contradictions nous donnent des indications assez précieuses pour comprendre la crise d'identité que nous vivons actuellement, crise d'identité des intellectuels, crise d'identité sociale de l'université, crise d'identité intellectuelle de diplômés d'université qui n'ont qu'à choisir souvent entre être le mandarin d'un pouvoir ou être socialement marginalisé, parce que finalement, les véritables intellectuels reconnus par la société sont ceux qui sont adoubés par les pouvoirs politiques. Ah non, normalement, ce qui veut dire que finalement, on est là en décalage, même en contradiction avec ce qui s'est passé avec le groupe de conscience africaine et de la BACO. Alors j'ai constaté un fait, moi qui ai eu la chance d'étudier dans une université à la fois au Congo et dans une université française, j'ai remarqué qu'au Congo, les professeurs transmettaient une matière, c'est le fait de vous généralement une tête bien pleine, tandis qu'ici, on vous aide à réfléchir de façon autonome. Donc on fait de vous une tête bien faite. Ne pensez-vous pas qu'il faut vraiment réformer tous les programmes du système universitaire congolais? Oui, il faudrait réformer tous les programmes comme vous dites, mais les réformer avec qui? Il faut disposer dès le départ des gens qui prennent conscience de telles contradictions. Or souvent, les Congolais perdent de vue comment l'université et pourquoi l'université s'est implantée chez nous en 1954 alors qu'il y avait déjà des anciens des colonies françaises qui venaient étudier en France par exemple. Nous, vous savez que pour venir étudier en Belgique, il fallait payer une somme considérable, et il fallait avoir du parrainage, et lorsque Justin Bomboko est venu étudier en Belgique, le gouverneur général chez nous sur place a refusé de lui délivrer un visa de sortie parce que Bomboko venait étudier à l'université libre de Bossé, qui était une université fondée par des anticléricaux, et comme le gouverneur général chez nous à l'époque Léon Pétillon était catholique, il a refusé. Il a fallu que le ministre de colonie, M. Buisseret, qui était anticlérical, donne l'ordre au gouverneur général qu'on délivre un visa de sortie à Justin Bomboko. Donc, vous voyez, une des illustrations de contradiction que j'évoquais au début. Deuxièmement, les contextes dans lesquels l'université a été implantée chez nous, c'est quoi? D'abord, dès le départ, c'est un enjeu politique majeur. Enjeu politique majeur entre ceux qui veulent contrôler le système colonial, ceux qui veulent le faire fonctionner pour leurs intérêts. C'est-à-dire, en clair, notamment en Belgique, les anticléricaux et les cléricaux. Parce que 1954, n'oublions pas, la Belgique est gouvernée par un gouvernement de coalition libérale socialiste, c'est-à-dire des anticléricaux. Et en Belgique, la Belgique est enflammée par la guerre scolaire pendant 4 ans. D'ailleurs, nous ferons une émission sur un peu l'histoire de la Belgique parce que ça a des conséquences sur nous. Bon, et ça, on y reviendra. Notamment cette guerre scolaire, le ministre des colonies de l'époque, Buisseret, en a profité pour étendre l'enseignement laïque au Congo, aux Congolais. Puisque l'enseignement laïque a été introduit en 1946 par le ministre Robert Godin, mais uniquement pour les enfants belges. C'est en 1954 que l'école laïque, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs chez nous, a été étendue, a été ouverte. Ce qu'on appelait les Athénées, je pense. Oui, les Athénées. Donc l'école laïque, à partir de 1954, est ouverte aussi, dans l'enseignement laïque aux étudiants, aux lycéens congolais, donc appliquant les programmes métropolitains, comme on disait. Donc 1954, l'université Lovanium, pour les catholiques belges, c'est enfin une façon de pouvoir triompher, parce qu'en Belgique, ils sont acculés par cette guerre scolaire impitoyable. Enfin, au Congo, ils rebondissent. Et 2 ans après, évidemment, les anticléricaux s'organisent pour fonder l'université officielle du Congo à Lubumbashi. Et ce n'est pas un hasard. Les promoteurs de l'IOC disent, voilà, au Katanga, il y a au moins 30 000 Européens qui sont installés là-bas et qui ont fait souche. Et puis, c'est les pôles économiques. Donc, les anticléricaux misent sur le capitalisme colonial triomphant, parce que c'est le 50e anniversaire de la fondation des grandes sociétés, Union minière et d'autres sociétés. Donc, c'est vraiment le capitalisme colonial qui triomphe. Et deuxièmement, les Européens font souche. Donc, vous voyez que pour eux, l'université, quand ils vont fonder l'IOC, ce n'est pas tellement dans l'idée d'en faire un lieu de formation des élites congolaises
pour l'émancipation du Congo, mais au contraire, ils vont fonder l'université. Pour eux, c'est parce que les Européens sont implantés là-bas, et donc ça va contribuer à consolider la présence européenne, la puissance économique coloniale, et donc finalement, vraiment pour faire du Congo, et donc avec le Katanga comme pôle économique, la réussite de la Belgique. Il ne faut pas vous étonner que 4 ans plus tard, lorsque nous devenons indépendants, que l'UOC soit retransformé par Tchombe, parce qu'on exclut dans le conseil d'administration l'Université libre de Bruxelles, on ne retient que Liège et Gand, parce que ce sont des universités qui ont pris fait et cause pour la sécession katangaise. Donc, enjeu politique majeur entre différents acteurs de la colonisation. Deuxièmement aussi, enjeu majeur au niveau international, parce que les conseils des tutelles de l'ONU exigent de puissances coloniales de faire régulièrement rapport sur les avancées dans leurs territoires qui sont sous tutelle. Et donc le Congo est assimilé au Rwanda et au Burundi. Notamment la Belgique a peur de faire ces rapports parce qu'il n'y a pas des avancées significatives. Si bien que l'ONU décide qu'il y ait de fonder une université commune aux différentes colonies. La Belgique, la France, évidemment, la Grande-Bretagne refusent parce que la Belgique ne veut pas que la formation des élites au Congo échappe à l'emprise de la Belgique. Ce qui fait finalement que les promoteurs de l'Ovanium, c'est-à-dire l'université de Louvain, trouvent là un argument de poids pour qu'on lui accorde des subsides. Parce que l'Ovanium, quand elle est fondée, c'est au début à Kisantou, c'est le regroupement de ce qu'on appelait les 3 écoles de Kisantou. L'école administrative, l'école agronome et puis l'école des assistants médicaux. Oui. Donc c'est finalement ça, c'est le début de l'Ovanium à Kisantou. Et puis les catholiques vont dire, écoutez, il ne faut pas ici au Congo commettre l'erreur que nous avons commise en Belgique, où il y a une université catholique dans une ville de province, Louvain, en laissant la capitale à l'université libre, c'est-à-dire auprès du pouvoir. Il faut quand même préciser que quand Louvain a été fondé dans les années 1425, Leuven n'était pas une petite ville, c'était la capitale du duché du Brabant, donc c'était un lieu du pouvoir, évidemment, mais en 60, ce n'est plus un lieu de pouvoir comme Bruxelles. Donc vous voyez, alors lorsque finalement le gouvernement accepte d'accorder des subsides aux promoteurs de l'Ovanium, il y a des conditions. Par exemple, il est interdit qu'il y ait une faculté de droit. Parce que, dit-on, c'est pour former des agitateurs politiques. Et vous remarquerez aussi que les départements d'histoire et de philosophie ne seront installés que très très tardivement. Et sur place, il y a lutte aussi entre les pères jésuites et Louvain. Parce que ce sont les pères jésuites qui sont à Kisantou. Mais ils sont évincés au moment où Kisantou doit émigrer à l'Ovanium. Donc, vous voyez un certain nombre de contradictions, des contradictions majeures qui dès le départ vicient un peu les bien fondés des projets de créer une université au Congo, et ce qui fait que les mouvements étudiants vont déclencher en 1964 une révolte, une grève spectaculaire à l'Ovanium pour exiger dès ce moment-là la réforme de l'enseignement universitaire, la réforme de pédagogie, et donc finalement la question que vous avez posée dès 61 au moment de la création de l'UGEC, l'Union des étudiants congolais, et de l'AGEL, les étudiants congolais c'est la pause déjà, c'est-à-dire écoutez, mais c'est quoi cet enseignement que nous dispense ici? Est-ce que ça nous forme à être des créatifs, ou bien est-ce que c'est un enseignement où nous nous contentons d'avaler et de reproduire comme des perroquets? C'est une question majeure, à la fois sur le plan académique et sur le plan intellectuel, et donc aussi finalement sur le plan politique. Et je pense que je ferai recours à vous prochainement pour parler de toutes les révoltes estudiantines qu'il y a eu au Congo, parce que c'est très important. C'est des révoltes aussi qui ont fait avancer la société, et la chute de Mobutu, c'est aussi en partie grâce aux étudiants, et les étudiants qui constituaient un relais, par exemple, pour l'UDPS. En tout cas, à partir de 65, 66 jusqu'au même 80, puisque les révoltes étudiantes continuaient, le mouvement étudiant au Congo a été
un pôle de résistance au moment où les partis politiques ont été supprimés, à partir du moment où les syndicats ont été contraints de fusionner. Et donc il ne restait plus que l'Église catholique et les mouvements étudiants comme lieu d'expression à la fois intellectuelle et politique libre des entraves de la tutelle du parti unique. Alors, dans quelles circonstances est née l'université de Kisangani? Puisqu'on a parlé de l'université de Kinshasa et celui de Lubumbashi. On fait juste une parenthèse que Rockefeller a quand même fourni des sous pour la construction, Oui, de ces campus. Bon, non, c'est-à-dire et celui de Kisangani est né dans quelles circonstances? Bon, Kisangani, le projet est peut-être même aussi date depuis longtemps, hein, puisque déjà dans les années 40, le Conseil protestant, lors d'une assemblée du Conseil protestant, il est question de fonder une université protestante au Congo, mais toujours un peu dans les buts de consolider le christianisme, notamment la confession protestante. Non pas dans une vision de libération, d'émancipation du Congo. Mais finalement, ce n'est qu'en 1963 que l'université va réellement démarrer à Kisangani. Et puis, puisque vous avez parlé de Rockefeller, ça dit que la fondation Rockefeller et les Américains en général ont énormément contribué plutôt à l'extension, au fonctionnement, à la fondation de l'École nationale de droit et d'administration ENDA en 1961. Ce sont les Américains, la fondation Rockefeller, qui a fourni des subsides à la fois pour la construction des bâtiments, et puis l'octroi des autobus pour le transport des étudiants, et surtout la bibliothèque de l'ENDA était une des plus grandes bibliothèques universitaires d'Afrique subsaharienne. L'ENDA a commencé ses enseignements dans les locaux du ministère de la Justice, donc tout près de l'atelier de Kalina, en face du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, ENDA a émigré à Binza, là où il y a actuellement l'académie militaire, et puis s'est installé dans ses propres locaux, là où se trouve actuellement l'école supérieure du commerce, supérieure du commerce, donc à Gombe, donc à la limite Gombe-Saint-Jean. Il y avait à l'époque là, il y avait un terrain de football qui était le lieu d'entraînement d'une grande équipe, Rwenzori. Mais à l'époque, c'était Himalaya. Voilà. Alors, j'ai constaté un phénomène. Donc, on avait l'université pour la recherche et puis les instituts supérieurs pour la pratique. Mais depuis un certain temps, il y a beaucoup d'instituts supérieurs qui deviennent des universités. L'UPEN, par exemple, est devenue une université. Apparemment, l'IFASIC, qui était l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, qui devient maintenant une université. Pensez-vous que cette tendance à réduire la part du pratique au profit de la recherche soit bénéfique pour le Congo? Mais je pense qu'une université doit à la fois allier la recherche, l'enseignement, les publications et aussi la pratique. Mais il faut s'en donner les moyens, non seulement des moyens humains, mais des moyens matériels. Il faut qu'il y ait des infrastructures tout à fait adaptées, adéquates pour permettre d'abord aux enseignants d'enseigner dans les meilleures conditions, bibliothèques, centres de recherche, et puis aux étudiants d'étudier et de pouvoir vivre convenablement. Ça ne sert à rien d'avoir une université où, dans les locaux qui sont prévus pour accueillir une centaine d'étudiants, qu'il y en ait 200, 300. C'est ridicule. Il ne faut pas que les étudiants, pour arriver à l'université, fassent des kilomètres et des kilomètres, soit à pied, ou dans des moyens de transport mal adaptés. Donc, je pense que le problème n'est pas de séparer les institutions de recherche et les institutions de la pratique. Il faut allier les deux, mais il faut avoir un projet pédagogique qui soit un projet pédagogique cohérent et surtout sur le plan académique, donc la conception académique de l'enseignement soit des conceptions académiques qui fassent preuve d'intelligence, de beaucoup d'intelligence, et non pas pour ne pas distribuer des diplômes comme de petits cadeaux qu'on fait à des copains, à des amis. Non, ça c'est pas souhaitable, c'est même condamnable. Donc le problème se trouve à un autre niveau. Et quelle place pour l'enseignement universitaire privé qui s'est de plus en plus développé au Congo? Mais ça dit qu'enseignement universitaire privé, moi je n'ai jamais été partisan de l'enseignement universitaire privé, parce que vous dépendez de ceux qui vous octroient des subsides. Parce que c'est dans les grandes universités
américaine fonctionnant avec des fonds privés, notamment des fondations, qu'ont été élaborés les socles de ce qu'on a appelé à un moment la pensée unique, c'est-à-dire cette pensée néolibérale qui nourrit cette mondialisation néolibérale qui fait tant de dégâts. Or, moi vous avez suivi comme moi, qu'à l'occasion du 50e anniversaire de l'université de Vanium, un recteur d'une université de chez nous est venu en Belgique et dans une conférence débat, il a fait l'éloge du modèle américain de l'université. C'est très inquiétant. L'université n'est pas une entreprise. Il faut rester au niveau d'une université qui soit un lieu d'élaboration critique des savoirs, un lieu de recherche, un lieu de production de savoir et de sciences pour le bienfait, pour le plus de la société tout entière, et notamment des couches sociales défavorisées qui ne peuvent pas accéder à un certain niveau d'enseignement. L'université doit être au service de la société et non pas au service de l'économie néolibérale. Et donc, de ce point de vue, je n'ai jamais été partisan des universités bénéficiant ou parce que dépendant finalement... Malgré le succès d'Harvard, qui est une université privée. Oui, le succès d'Harvard, ça dépend à quel point de vue. Si c'est pour former une élite ou qui thésaurise l'enseignement des savoirs à l'université pour en faire un moyen de domination de la société, je ne suis pas d'accord. Donc, pour moi, ce n'est pas un succès. Et que dire des conditions de travail des professeurs congolais qui sont payés presque à la lance-pierre, ils ont des salaires avec le chat. Peut-on avoir une université fiable avec des personnes aussi mal payées qui, malheureusement, malgré leur intelligence, sont devenus des répétiteurs de la science des autres? Mais ça, c'est un problème récurrent qui se pose depuis plusieurs années et on ne comprend pas pourquoi et comment ces problèmes n'a jamais été... Il n'y a jamais une réelle volonté politique de résoudre ces problèmes. Au contraire, on peut même supposer, ce n'est pas une supposition, il faut constater d'ailleurs que le pouvoir politique l'a compris, plutôt que de reconnaître aux enseignants des droits, non, c'est toujours le président de la République, le président fondateur, Musée, Rice, a fait un don de voitures de ceci aux professeurs pour les tenir en dépendance. Ça, c'est épouvantable, c'est inadmissible. Il est grand temps que les parlementaires se posent cette question pour la résoudre convenablement. Voilà, donc c'était très intéressant de découvrir tous ces néants de l'histoire de l'université congolaise qu'on ne savait pas à fond. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Donc cette émission, nous la dédions à tous les étudiants congolais, où qu'ils soient, au Congo, un peu partout dans le monde, puisque vous êtes nombreux. On la dédie aussi à tous les professeurs congolais, parce que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Belgique. Et il y a des grands chercheurs, à tous les chercheurs. Hein. Il y en a un parmi vous. Justement, ça c'est une des contradictions qu'il est temps de résoudre, c'est que pendant que l'enseignement se dégrade chez nous, nous trouvons à l'étranger les Congolais excellents professeurs d'université. Il est grand temps de pouvoir résoudre cette contradiction, de mettre cette intelligence qui se trouve à l'extérieur au service de tous les Congolais, notamment de ceux qui sont sur place. Et donc, puisque vous avez dit qu'il faut dédier l'émission aux étudiants, moi je pense que la jeunesse estudiantine doit rester l'instance critique d'une société qui refuse le conformisme, qui refuse la fatalité, parce que les Congolais ont démontré qu'il n'y a pas de fatalité en l'histoire, parce que ce sont toujours les acteurs, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qui, lorsqu'ils s'engagent avec beaucoup d'intelligence dans une société, arrivent à transformer la société. Et l'intelligence, notamment chez nous, les mouvements étudiants, l'engagement intellectuel et des gens comme Kassavubu, Maloula, Ileyo, et aussi les engagements intellectuels des étudiants ont parfois produit des résultats significatifs, et il faudra justement mobiliser le monde étudiant dans ce sens-là. Ok, aux étudiants de l'Université de Kinshasa d'hier et d'aujourd'hui, cette émission vous est dédiée. Merci beaucoup, au revoir.